Si l'étonnante semaine à 10 millions de dollars de Parker Schnabel n'avait jamais été le véritable titre de sa saison. Imaginez récupérer près de 10 millions de dollars d'or en seulement 7 jours, célébrant ce qui semblait être la plus grande réussite de l'année, pour ensuite découvrir des preuves suggérant que quelque chose d'encore plus grand pourrait être enfoui bien sous la surface. Cette possibilité est exactement la raison pour laquelle le monde minier est si captivé par la dernière opération de Parker. Alors que son équipe poussait plus fort que jamais ses machines et continuait à creuser jusqu'à une profondeur extraordinaire de 135 pieds, ils ont commencé à découvrir des indices géologiques qui faisaient allusion à une zone aurifère beaucoup plus grande attendant sous le sol. La découverte a immédiatement soulevé des questions qui allaient bien au-delà d'une semaine réussie d'exploitation minière. Cette zone cachée pourrait-elle transformer complètement toute la saison de Parker et devenir l'une des découvertes les plus significatives de sa carrière? Ou était-ce simplement une autre cible prometteuse qui nécessitait encore des mois de tests avant de pouvoir tirer des conclusions? Dans cette vidéo, nous examinerons exactement ce qui s'est passé au cours de cette semaine inoubliable. Explorerons les énormes défis techniques liés à l'exploitation minière à des profondeurs aussi extrêmes, séparerons les faits confirmés des spéculations croissantes et expliquerons pourquoi tant de gens surveillent désormais de près le prochain mouvement de Parker. Restez avec nous jusqu'à la toute fin car l'histoire complète est bien plus remarquable, compliquée et fascinante que les gros titres ne le suggèrent à eux seuls. Avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour de Gold Rush. L'histoire de la soi-disant semaine de 10 millions de dollars ne peut être comprise en se contentant de regarder le chiffre final. Pour comprendre pourquoi la découverte possible de 300 millions de dollars a suscité tant d'enthousiasme, vous devez d'abord comprendre ce qui a rendu cette semaine incroyable possible. Ce n'était pas le résultat d'une chance extraordinaire, d'un heureux accident ou d'une poche aléatoire de terrain inhabituellement riche. C'est le produit d'années de planification, de raffinement incessant, de prise de décision disciplinée et d'un système minier que Parker Schnabel a passé plus d'une décennie à construire pièce par pièce. Tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine record était lié au choix que Parker avait fait bien avant l'arrivée des caméras. Cette production remarquable est le résultat d'une analyse géologique minutieuse, d'années d'expérience opérationnelle et d'une approche qui reposait sur des données plutôt que sur l'espoir. Une fois que vous comprenez les fondations bâties par Parker au cours de la dernière décennie, la décision de poursuivre un objectif à 135 pieds ne semble plus imprudente. Au lieu de cela, cela commence à ressembler à la prochaine étape logique d'une stratégie qui se développe tranquillement depuis des années. Parker est entré dans le monde minier du Klondike avec à la fois un avantage et un énorme fardeau. En tant que petit-fils du légendaire mineur John Schnabel, beaucoup de gens pensaient que le succès suivrait naturellement en raison de son nom de famille et de l'héritage dont il avait hérité. Pourtant, quiconque connaît le Klondike sait que la réputation seule ne signifie pas grand-chose une fois que la machinerie se met en marche. Dans cette industrie impitoyable, le respect ne s'hérite jamais, il se gagne une once d'or à la fois. La communauté minière a toujours jugé les gens selon une norme simple, la production. Personne ne se soucie de la renommée de votre famille, de l'impressionnant équipement que vous possédez ou de l'ambition de vos projets si l'or ne sort jamais de terre. L'or ne peut pas être exagéré, négocié ou hérité. Soit votre exploitation produit des résultats constants, soit le Klondike vous rappelle très rapidement à quel point l'exploitation minière est difficile. Les premières saisons de Parker sont devenues une éducation différente de tout ce qu'une salle de classe pouvait offrir. Le Klondike n'offre jamais de raccourcis aux nouveaux arrivants et ne récompense pas non plus l'enthousiasme sans expérience. Au lieu de cela, il enseigne à travers des équipements cassés, des nettoyages décevants, des évaluations de terrain inexactes, des pannes mécaniques coûteuses et des saisons qui se terminent avec beaucoup moins d'or que prévu. Chaque erreur entraîne un coût financier et chaque mauvaise décision laisse une leçon qu'il est difficile d'oublier. Ces années difficiles ont fait de Parker le mineur qu'il allait devenir. Plutôt que de se laisser décourager par les revers, il est devenu de plus en plus déterminé à comprendre exactement pourquoi chaque erreur s'était produite. Il a étudié chaque échec, examiné chaque rapport de production, investi massivement dans une meilleure technologie géologique et constamment cherché des moyens d'en apprendre davantage sur le terrain avant d'engager des millions de dollars en équipement et en main-d'œuvre. Au lieu de se fier uniquement à son instinct, il a progressivement construit une énorme base de données décrivant ses revendications avec plus de détails que ce que de nombreux opérateurs précédents avaient jamais tenté. Cette collection d'informations géologiques en constante expansion
est finalement devenu l'un des plus grands avantages concurrentiels de Parker. Au fil du temps, chaque résultat de forage, chaque étude, chaque nettoyage et chaque enregistrement de production ont ajouté un élément supplémentaire à une image de plus en plus précise de ce qui se trouvait sous la surface du Klondike. La fameuse semaine de 10 millions de dollars s'est produite parce que des années de données soigneusement collectées se sont finalement alignées sur la bonne section de terrain exactement au bon moment opérationnel. Ce n'était pas un miracle, c'était une opportunité de réunion de préparation. Bien avant que les excavatrices n'atteignent leur production record, l'équipe géologique de Parker avait identifié une séquence de salaires inhabituellement riche sur l'une de ses concessions. Pendant près de 2 saisons complètes, ils ont suivi sa direction, mesuré sa profondeur et étudié l'évolution de la concentration en or dans différentes sections du gisement. Ils ont cartographié non seulement la partie la plus riche de la chaîne de salaire, mais également les zones de dilution environnantes où la teneur en or a chuté suffisamment fortement pour rendre le traitement beaucoup moins rentable. Chaque nouvelle enquête a affiné leur compréhension jusqu'à ce qu'ils sachent exactement où le matériel le plus productif était susceptible de se trouver. Lorsque l'exploitation minière a finalement commencé, Parker a positionné son exploitation avec une précision extraordinaire. Les fouilles ont été alignées directement sur le noyau le plus riche de la tranche salariale, au lieu de simplement creuser largement sur toute la zone. Chaque seau de gravier envoyé vers l'usine de lavage provenait de terrains que les études géologiques avaient identifiés comme très productifs, plutôt que de matériaux environnants, contenant des valeurs en or nettement inférieures. Ce niveau de précision a considérablement réduit les efforts inutiles tout en maximisant la quantité de matériaux précieux entrant dans le système de traitement. Les résultats ont même dépassé les attentes de l'équipe. Pendant 7 jours consécutifs, l'opération de Parker a atteint des taux de récupération sans précédent. La quantité d'or récupérée de chaque mètre de matériaux traités a augmenté de façon si spectaculaire que plusieurs membres de l'équipage ont d'abord cru que les mesures devaient être incorrectes et ont insisté pour vérifier les calculs plus d'une fois avant de les accepter. Ce n'est qu'après de nombreuses vérifications que chacun a réalisé qu'il avait réellement vécu l'une des semaines les plus productives de l'histoire de l'opération. Au prix du marché en vigueur, l'or récupéré a atteint une valeur brute, estimée à près de 10 millions de dollars en seulement 7 jours. La nouvelle de cette réussite s'est rapidement répandue dans l'industrie minière et a rapidement atteint un public bien au-delà du monde de la ruée vers l'or. Beaucoup de gens ont célébré le numéro lui-même comme s'il représentait l'objectif ultime de la saison. Parker, cependant, a réagi très différemment. Plutôt que de se laisser consumer par le total record, Parker a immédiatement tourné son attention vers quelque chose de beaucoup plus grand. En regardant les rapports de production, il aurait demandé à son équipe géologique de réaliser le levé en profondeur couvrant la limite est du Claims, la même section qu'ils avaient identifiée au cours de la saison précédente, mais qu'ils avaient délibérément choisi de ne pas poursuivre. Alors que de nombreuses personnes considéraient la semaine de 10 millions de dollars comme la ligne d'arrivée Parker, y voyaient la base financière pour la prochaine étape du projet. Pendant plus d'1 an, l'étude de la frontière orientale était restée tranquillement en arrière-plan. Parker savait qu'une anomalie inhabituellement profonde existait sous cette section de terrain, mais il comprenait également qu'une enquête prématurée aurait exposé l'opération à des risques financiers inutiles. Au lieu de se lancer dans des fouilles extrêmement coûteuses, il s'est concentré sur le renforcement de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle puisse soutenir confortablement un projet aussi ambitieux. À bien des égards, cette semaine record n'a pas conclu un chapitre, elle en a ouvert la porte à un autre. La production extraordinaire a fait la une des journaux plus qu'impressionnant. Cela a généré la confiance financière, la flexibilité opérationnelle et les ressources disponibles nécessaires pour enquêter sur un objectif resté hors d'atteinte pendant des mois. Cette semaine remarquable n'a jamais été la destination vers laquelle Parker avait travaillé. C'était simplement le pont qui lui permettait de poursuivre quelque chose de potentiellement bien plus grand. Bien avant que quiconque commence à parler d'une éventuelle découverte profonde, Parker savait déjà exactement où il voulait que l'opération se déroule ensuite. La destination avait toujours été l'anomalie inhabituellement profonde, reposant à environ 135 pieds sous la surface. La production record lui a simplement donné l'opportunité de poursuivre enfin son chemin. À bien des égards, la semaine des 10 millions de dollars n'était pas l'histoire. En elle-même, c'était le début d'une histoire beaucoup plus vaste qui s'était développée tranquillement dans les coulisses. Pour la plupart des mineurs d'or opérant dans le Klondike, il arrive un moment où des fouilles plus profondes cessent tout simplement d'avoir un sens financier. Dans des conditions normales, cette limite pratique se situe généralement entre 30 et 70 pieds,
où l'exploitation minière reste difficile, mais généralement suffisamment rentable pour justifier le coût. Au-delà de cette profondeur, chaque pied supplémentaire devient beaucoup plus coûteux, car les opérateurs doivent déplacer des quantités croissantes de déchets, brûler plus de carburant, gérer des problèmes d'eau croissants, stabiliser des sols de plus en plus dangereux et exercer une pression bien plus grande sur les machines lourdes. Les coûts augmentent rapidement tandis que la probabilité de récupérer suffisamment d'or pour compenser ces dépenses diminue progressivement. Cette réalité économique explique pourquoi relativement peu de sociétés minières choisissent de creuser à une profondeur supérieure à environ 70 pieds. Parker, cependant, s'est retrouvé à étudier des relevés qui indiquaient non pas une profondeur de 70 pieds, mais près de 2 fois cette profondeur. Sa cible se trouvait à environ 135 pieds sous la surface, un chiffre qui a immédiatement amené de nombreux mineurs expérimentés à se demander si le projet avait un sens financier ou pratique. Pour certains observateurs, la proposition ressemblait davantage à un pari qu'à une opération minière soigneusement planifiée. Creuseurs aussi profondément exigerait d'énormes investissements en temps, en argent, en carburant, en main-d'œuvre et en équipement. Les fouilles deviendraient chaque jour plus lentes, plus difficiles techniquement et considérablement plus coûteuses. Si l'interprétation géologique s'avérait inexacte, l'opération pourrait rapidement se transformer en l'une des erreurs les plus coûteuses de la saison. Plus Parker allait en profondeur, plus les enjeux devenaient élevés. Alors pourquoi envisagerait-il même d'accepter des risques aussi énormes? La réponse n'a pas commencé avec la fameuse semaine des 10 millions de dollars, mais bien plus d'un an plus tôt. Environ 14 mois avant la production du record, l'équipe d'exploration de Parker a remarqué quelque chose d'inhabituel en examinant les données d'enquête collectées dans une section de la concession. L'exploration souterraine de routine a révélé des indications d'une grande caractéristique géologique enfouie beaucoup plus profondément que n'importe quelle cible précédente qu'ils avaient sérieusement envisagé de poursuivre. Même après avoir identifié l'anomalie, personne ne s'est précipité pour déplacer de l'équipement lourd sur le site. La cible présumée se trouvait si loin sous la surface que commencer les fouilles sans preuve plus solide aurait représenté un énorme pari financier. Plutôt que d'agir par pure curiosité, Parker a choisi une approche beaucoup plus disciplinée. Il a demandé à l'équipe de collecter autant d'informations supplémentaires que possible avant d'engager des millions de dollars dans des fouilles incertaines. Au cours des mois suivants, les efforts d'exploration se sont de plus en plus concentrés sur cette seule zone. Des études supplémentaires ont été réalisées à l'aide de différentes technologies, chacune conçue pour examiner la structure souterraine sous un angle différent et vérifier si les résultats antérieurs pouvaient être reproduits. Les chercheurs ont soigneusement comparé chaque nouvel ensemble de données à la recherche de modèles répétitifs susceptibles de révéler ce qui était réellement caché sous la surface. Au fil des enquêtes successives, le tableau est devenu un peu plus clair, les preuves sont devenues plus cohérentes, et la possibilité que quelque chose de vraiment important se cache sous le sol est devenue progressivement beaucoup plus difficile à ignorer. Parker a également fait appel à un géologue spécialisé dans les systèmes fluviaux anciens, et cela a tout changé. Il y a des millions d'années, les rivières traversaient le Klondike dans des directions complètement différentes de celles d'aujourd'hui. Ces rivières charriaient naturellement l'or vers l'aval avant de le déposer à certains endroits où le courant ralentissait. Au fil du temps, bon nombre de ces anciens canaux fluviaux ont été ensevelis sous des couches de gravier de roches et de terre. Les gisements d'or peu profonds d'aujourd'hui proviennent souvent de systèmes fluviaux plus récents qui ont déjà été exploités à plusieurs reprises au fil des décennies. Mais le canal plus profond identifié par l'équipe de Parker semblait appartenir à une rivière beaucoup plus ancienne. Si cette interprétation était correcte, il était possible que l'or soit resté intact pendant des milliers d'années. C'était une opportunité complètement différente. Lorsque Parker a réuni son équipe de direction pour examiner les résultats, la première réaction a été exactement celle à laquelle il s'attendait. Tout le monde s'est concentré sur la profondeur 135 pieds. Cela semblait cher, cela semblait risqué. Au lieu de discuter du coup, Parker a demandé à tout le monde de se concentrer sur autre chose. La question importante n'est pas de savoir quelle est sa profondeur, a-t-il expliqué. La vraie question est de savoir ce qui nous attend là-bas. L'équipe de géologie a ensuite présenté des mois de résultats d'enquêtes de cartographie souterraine et de modèles informatiques montrant pourquoi ils pensaient qu'un ancien canal enfoui existait sous la concession. Les données suggèrent que si les enquêtes étaient précises, la quantité d'or dans ce canal pourrait être suffisamment élevée pour justifier le coût supplémentaire nécessaire pour y accéder. Après avoir tout examiné, la discussion a changé. Il ne s'agissait plus de prendre un risque inconsidéré. Il s'agissait de réaliser un investissement calculé basé sur des preuves géologiques solides. Il n'y avait toujours aucune garantie de succès,
L'exploitation minière n'offre jamais de garantie. Mais Parker disposait désormais de quelque chose que de nombreux mineurs n'obtiennent jamais, une cible bien documentée soutenue par des mois d'exploration et d'analyse technique. Il ne restait qu'un seul problème. Personne n'avait d'équipement prêt pour une exploitation commerciale de l'or à cette profondeur. Si Parker voulait tester ce qui était caché à 135 pieds sous la surface, son équipe devrait concevoir une toute nouvelle approche minière, avant même que le premier seau de terre puisse être retiré. Ce que Parker a trouvé à 135 pieds a tout changé. Après près de 6 semaines de planification de tests et de modification des équipements, l'équipe de Parker Schnabel était enfin prête à mettre en œuvre son plan ambitieux. Atteindre 135 pieds n'était pas aussi simple que de creuser un trou plus profond. Presque toutes les parties de l'opération ont dû être repensées avant même que le premier seau de matériaux puisse être retiré. Les systèmes de convoyeurs devaient transporter les matériaux beaucoup plus loin que lors d'une opération normale au Klondike. Les équipements lourds devaient travailler en toute sécurité dans des conditions plus difficiles, et l'équipage avait besoin de nouveaux moyens de contrôler les eaux souterraines qui s'accumulent naturellement à de plus grandes profondeurs. Même les procédures de sécurité ont été mises à jour, car très peu de mines d'or commerciales de la région avaient déjà exploité une telle profondeur. Parker et Est restaient impliqués tout au long du processus. Il n'était pas assis dans un bureau à attendre des mises à jour. Il a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs et les superviseurs, posant des questions, examinant les plans et s'assurant que chaque détail était prêt avant le début de la production. Il a compris que quelques semaines supplémentaires de préparation pourraient éviter des erreurs coûteuses plus tard. Finalement, tout était en place. Par une fraîche matinée de mardi, l'équipe a abaissé l'équipement dans la tranchée nouvellement préparée et a lentement commencé à retirer les premières couches de matériaux en profondeur. Personne ne s'est précipité. Chaque passage de la pelle a été soigneusement surveillé. Plus ils approfondissaient, plus Parker comparait ce qu'il voyait avec les études géologiques que son équipe avait étudiées pendant des mois. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. Le terrain a commencé à changer. Le matériau meuble qu'ils avaient retiré avait un aspect différent de tout ce qui se trouvait au-dessus. Le gravier est devenu plus compact. La couleur a changé. Même la texture a changé. Les opérateurs expérimentés ont immédiatement pu constater qu'ils étaient entrés dans une couche géologique complètement différente. Cela correspondait exactement à ce que prédisaient les enquêtes. L'équipe pensait avoir enfin atteint l'ancien canal de la rivière Bard qu'elle recherchait. Parker a immédiatement contacté le géologue qui avait aidé à interpréter les données souterraines. « Nous y sommes », dit-il. La réponse est revenue rapidement. « Traitez suffisamment de matière pour un nettoyage approprié. » C'est alors que nous saurons ce que nous regardons réellement. L'équipage a continué à travailler 24 heures sur 24. Après environ 18 heures d'exploitation minière, ils disposaient de suffisamment de matériaux pour effectuer leur premier nettoyage de l'or de la nouvelle zone. Tout le monde s'est rassemblé. Ces premiers nettoyages sont toujours importants, car ils révèlent si des mois de planification en valaient la peine. Au fur et à mesure que le système de récupération terminait de séparer l'or du gravier, l'atmosphère changeait. La quantité d'or visible a surpris tout le monde. Ce n'était pas seulement une quantité. L'or lui-même semblait plus gros et plus consistant que ce que l'équipage récupérait habituellement sur un sol moins profond. Les premiers résultats suggèrent que l'ancien système fluvial avait préservé de riches gisements d'or restés intacts pendant des milliers d'années. Le directeur des opérations de Parker a immédiatement commencé à examiner les chiffres de production. Il a calculé le taux de récupération. Il l'a ensuite comparé à la taille estimée du chenal barré indiqué dans les études géologiques. Il vérifia à nouveau les calculs. Et puis encore une fois, les chiffres étaient bien au-delà de ce à quoi on s'attendait. Lorsqu'il a remis les estimations à Parker, il n'y a pas eu de grande fête. Au lieu de cela, Parker étudia tranquillement les informations. Sa première question ne portait pas sur la valeur. C'était une question de cohérence. Pensez-vous que cela continue sur le reste de la chaîne ? Le responsable a expliqué que seule la poursuite de l'exploitation minière pourrait apporter une réponse définitive. Mais tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent correspondait remarquablement bien au modèle géologique. Au cours des semaines suivantes, l'équipe a continué à creuser plus profondément dans le canal barré. Au lieu de disparaître, les fortes teneurs en or se sont maintenues. Charge après charge a produit des résultats similaires. Chaque nettoyage a renforcé la conviction que les enquêtes avaient identifié une section inhabituellement riche de terrains anciens. Au moment où la production de la chaîne était terminée, la récupération totale avait même dépassé les premières attentes de l'équipe. Selon les estimations discutées dans cet article, l'exploitation a produit environ 149 500 onces d'or, avec une valeur brute estimée à environ 303 millions de dollars avant dépenses. Si elle était exacte,
Elle représenterait l'une des récupérations en profondeur les plus remarquables associées à l'opération de Parker. Ces chiffres sont des estimations largement diffusées et ne doivent pas être considérés comme des totaux de production officiellement confirmés. Pour Parker, cependant, la plus grande récompense n'était pas simplement la quantité d'or récupérée, c'était la preuve que l'idée elle-même avait fonctionné. Des mois de recherche, des semaines d'ingénierie, une planification minutieuse et la décision d'explorer un endroit où la plupart des mineurs n'iraient jamais avaient conduit à une conclusion importante. Parfois, les opportunités les plus riches ne se cachent pas à la surface. Ils attendent bien plus profondément quelqu'un prêt à tenter sa chance et suffisamment préparé pour les trouver. Et tandis que Parker examinait les résultats finaux, une question le préoccupait déjà. Si cela était caché à 135 pieds, qu'est-ce qui pourrait encore attendre, encore plus profondément, la plus grande histoire derrière le succès de Parker Schnabel? Lorsque les gens parlent de Parker Schnabel, ils se concentrent généralement sur les totaux d'or, les semaines records ou les énormes machines qui déplacent des milliers de mètres de terre chaque jour. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La vraie raison pour laquelle Parker continue de rester en tête n'est pas la chance. C'est ainsi qu'il pense. Bien avant que Parker ne devienne l'un des plus grands noms de l'exploitation aurifère, son grand-père John Schnabel a construit la mine Big Nugget après des décennies de travail acharné. John s'est appuyé sur son expérience, une planification minutieuse et une incroyable compréhension du terrain du Klondike. Il a appris en travaillant la terre jour après jour, saison après saison, créant ainsi une exploitation minière qui a gagné le respect partout au Yukon. Cette fondation a donné à Parker une opportunité que peu de jeunes mineurs reçoivent. Mais Parker n'a pas simplement suivi le même chemin, il a bâti là-dessus. La plus grande différence entre la génération de Parker et celle de son grand-père n'est pas la détermination. Les deux en avaient beaucoup. La différence réside dans la technologie disponible aujourd'hui. Il y a des années, les mineurs ne pouvaient tout simplement pas voir ce qui était enfoui à plus de 100 pieds sous la surface. Les études souterraines modernes, la cartographie géologique avancée et les modèles informatiques puissants n'existaient pas. Même si un ancien canal riche en or s'y cachait, personne n'avait les outils nécessaires pour le trouver avec certitude. Aujourd'hui, Parker le fait. Au lieu de s'appuyer uniquement sur l'expérience, il combine les connaissances minières traditionnelles avec la science moderne. Chaque décision importante est étayée par des études géologiques, une cartographie souterraine et des mois de recherche avant même que la première excavatrice ne commence à creuser. C'est exactement ce qui s'est passé avec la cible de 135 pieds. Beaucoup de gens voient cette découverte comme un coup de chance. Ce n'était pas le cas. C'est le résultat de plus d'un an de planification minutieuse, d'enquêtes répétées, d'analyses d'experts et de la volonté d'investir dans l'information avant de dépenser des millions en fouilles. C'est quelque chose que de nombreux opérateurs ne sont pas prêts à faire. L'exploration coûte de l'argent, la recherche prend du temps, et rien ne garantit que les résultats justifieront l'investissement. Parker comprend que la découverte du prochain gisement d'or majeur commence bien avant le début de l'exploitation minière. C'est pourquoi son exploitation continue d'évoluer, alors que d'autres s'appuient souvent sur des méthodes restées déchaînées depuis des années. La découverte à 135 pieds ne visait pas seulement à atteindre une couche de sol plus profonde. Cela représentait une façon de penser complètement différente. Au lieu de demander où tout le monde a-t-il été exploité, auparavant Parker a demandé où personne n'a encore regardé. Ce simple changement de mentalité ouvre des opportunités que beaucoup de gens n'envisagent jamais. Bien entendu, rien de tout cela ne signifie que le succès est facile. L'exploitation minière reste l'une des industries les plus difficiles au monde. L'équipement tombe en panne, le temps change sans avertissement, les coûts du carburant augmentent. Des conditions de sol inattendues peuvent ralentir toute une opération du jour au lendemain. Même le meilleur modèle géologique peut s'avérer erroné une fois les fouilles commencées. Chaque décision comporte un risque financier réel. C'est pourquoi Parker passe autant de temps à collecter des données avant d'engager des millions de dollars dans un projet. En réduisant l'incertitude, il donne à son équipe les meilleures chances de réussite possibles. C'est une stratégie qui l'a aidé à passer du statut d'adolescent directeur de mine à l'un des mineurs d'or les plus prospères de sa génération. La C-Mine de 10 millions de dollars annoncée a attiré l'attention de tous. Mais si la zone plus profonde continue de fonctionner comme prévu, cette semaine incroyable pourrait éventuellement rester dans les mémoires comme le moment qui a conduit Parker vers une opportunité encore plus grande. La question de savoir si le sol plus profond produira finalement un gisement approchant la valeur estimée discutée dans cette histoire ne sera confirmée que par la poursuite de l'exploitation minière et de la récupération. C'est la réalité de l'extraction de l'or. La seule façon de savoir ce qui se trouve réellement sous terre est de continuer à creuser. Une chose cependant est déjà claire. Parker ne se contente pas de répéter ce que les générations précédentes ont accompli.
Il respecte l'héritage laissé par son grand-père, mais il croit également que chaque saison apporte de nouvelles possibilités. Au lieu de considérer l'ancienne mine comme terminée, il la voit comme un endroit où des questions restent sans réponse, et ces questions continuent de le pousser plus loin que la plupart des mineurs ne sont prêts à aller. Si cette exploration plus approfondie s'avère fructueuse, ce ne sera pas seulement une nouvelle réalisation impressionnante pour Parker Schnabel. Cela pourrait influencer la façon dont les futurs projets miniers sont planifiés dans le Klondike, encourageant davantage d'exploitants à combiner l'expérience traditionnelle avec la technologie d'exploration moderne avant d'abandonner des terrains plus profonds. C'est pourquoi cette histoire est plus grande qu'une semaine remarquable ou qu'une fouille ambitieuse. Il s'agit de curiosité de préparation et de volonté de remettre en question des hypothèses de longue date. Parfois, les plus grandes découvertes ne se font pas en travaillant plus dur que tout le monde. On les trouve en regardant là où personne ne pensait chercher. Alors que Parker continue d'explorer des sections plus approfondies de ses revendications, le prochain chapitre est toujours en cours d'écriture, et les fans du secteur minier du monde entier regarderont ce qui va suivre. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour sur Gold Rush. Nous continuerons à suivre le voyage de Parker Schnabel et vous présenterons toutes les découvertes majeures au fur et à mesure de son déroulement.